3, 2, 1, action. Alors, est-ce qu'on m'entend mieux aujourd'hui? Ça sera la surprise. Ça sera la surprise. Bon, je vais essayer de mieux parler dans ce micro. C'est l'objectif du jour. C'est l'objectif. Bon, salut Jules. Salut JR. Comment ça va? On n'a pas de petite musique aujourd'hui? Alors, c'est laquelle? C'est celle-là ou celle-là? T'essayes? Allez, on va prendre celle-ci. Voilà. Moi, j'aime bien. Deuxième émission? Deuxième émission, ça me fait penser aux vacances, cette musique, moi. Pas toi? Bah écoute, oui. Alors, le temps, non, par contre. Mais, ouais, alors c'est pas musique... comme la semaine dernière. Hein. Ouais. Bon. On avait introduit un beau soleil la semaine dernière. Aujourd'hui, c'est un peu plus nuageux, mais on est toujours aussi content d'être là. C'est ça, et puis bah, c'est un bon temps pour faire une émission, du coup. On n'est pas tenté d'aller dehors tout de suite. Du coup, on parle de quoi aujourd'hui? Eh ben, on va parler bivouac. On va parler bivouac. Parce qu'effectivement, après la première émission, on s'était dit que c'est très intéressant de mettre un thème sur l'émission. Et on s'est dit que le premier bivouac solo serait un thème intéressant. Exactement. Et puis d'actualité, moi je reviens d'un bivouac là, avant-hier. Bivouac solo, c'était pas le premier celui-là. Bivouac dans la neige, c'était magnifique, un temps merveilleux. T'es parti où? Je suis parti, j'étais sous la tête du Danais en fait, sur la Clusaz. Et voilà, vous avez pu suivre également sur Instagram et puis voir la vidéo sur la chaîne La Tanière de JR il y a 2 jours. Donc c'était vraiment un super bivouac, l'occasion de tester une nouvelle tente aussi. Donc ça fait toujours plaisir. Tu pourras nous en parler prochainement, je pense. Voilà, pourquoi pas. Ok, et donc on s'est dit que ce serait intéressant d'avoir cette fois-ci 2 auditeurs. Ça, c'est bien. Qui vont nous partager leur expérience de préparation, leurs doutes. Et puis leur bilan, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions généralement sur le premier bivouac, il y a beaucoup de peur surtout. Parfois, peut-être, on va voir avec nos auditeurs. Mais c'est vrai qu'entre ce qu'on imagine parfois du premier bivouac et puis la réalité, des fois, il y a des différences. Donc on va voir avec leurs expériences, on verra aussi avec les nôtres, hein, peut-être. Ça remonte, parce que voilà, ça remonte à quelques années, mais on va en parler à la fin. Exactement. Est-ce qu'on n'appellerait pas le premier auditeur? Ouais, on va l'appeler. Il s'appelle comment ton premier auditeur? Il s'appelle Victor. Victor? Allez, on va composer le numéro de Victor. Hop. Ça sonne. Oui, allô? Allô Victor? Ouais, vous m'entendez bien? Bonjour Victor. Ouais, écoute, on t'entend très bien et toi, tu nous entends bien? Super. Parfait. Eh bien, bonjour à tous les deux, du coup. Bah écoute, bonjour. Salut. À toi. Et bienvenue. Bienvenue, ouais. Merci. Donc aujourd'hui, on t'appelle pour parler de notre thème du jour qui est le premier bivouac solo. Et on aimerait avoir déjà ta première anecdote, ta première expérience de bivouac solo. Et peut-être que tu nous partages plus ta préparation et qu'est-ce qui t'a donné envie de partir sur un premier bivouac en solitaire. Alors, le premier bivouac, ça, je pense que c'est toute une affaire et ceux qui s'y sont frottés doivent sûrement s'en souvenir. Alors, ce qui me concerne, c'était dans la Forêt Noire en Allemagne. Ok. Et j'ai vraiment très peu dormi de la nuit pour mon premier bivouac solo. Pourquoi la Forêt Noire? Qu'est-ce qui t'a... C'était parce que tu habitais dans le coin, parce qu'il y avait une envie particulière d'aller bivouaquer là-bas? Alors, en fait, ça faisait partie de mon projet de rallier la Norvège à pied en partant de Strasbourg. D'accord. Et en fait, je suis pas parti exactement de Strasbourg, je suis parti de l'équivalent en termes de latitude en Allemagne. Donc, ça correspond à la Forêt Noire, en fait, juste au-dessus de Stuttgart. Donc, je suis parti de là et je suis remonté, j'ai traversé l'Allemagne, le Danemark, la Suède et une partie de la Norvège. Wow. Et donc, je me suis lancé là-dedans et c'est là que j'ai fait mon premier bivouac en solitaire, ouais, exactement. Est-ce que tu avais une expérience déjà de bivouac avant cette grande traversée? Que ce soit solitaire ou à plusieurs? À plusieurs, oui. À plusieurs, j'en avais fait avec des potes pendant des week-ends ou même pendant une semaine, mais en solitaire, jamais. Et c'est aussi ce qui m'avait poussé dans ce voyage, c'était l'idée de me confronter à ce genre de choses solo, voir un peu ce que je valais dans ces situations. Okay. Et j'avoue ne pas avoir été déçu puisque dès le premier bivouac, ça a été déstabilisant, si on peut dire. Donc je me souviens très bien parce que c'était en avril du coup dans la Forêt Noire et
et c'est quand même un endroit assez sauvage. Et il faisait froid, et sitôt la nuit tombée, bah, on se rend compte que on connaît pas les bruits de la forêt, puisque du coup au quotidien en ville, on n'est jamais confronté au bruit la nuit, en tout cas d'un bruit proche qu'on ne connaît pas. Au bruit ou au silence? Eh bien moi, c'était surtout du bruit de passage d'animaux, en fait. D'accord. Quels animaux? Eh bien, cette fois-là, je pense que c'était plutôt des daims, des cerfs ou des choses comme ça. Ouais. Après, plus tard dans mon voyage, ça m'aurait arrivé d'être entouré de sangliers pendant la nuit. Ah oui. Mais ce soir-là, en l'occurrence, je pense que c'était seulement soit des petits animaux, style lapin, écureuil ou autre, D'accord. soit Des animaux gentils. Hein. Voilà. En tout cas, peut-être que je me disais ça pour me rassurer, mais en tout cas, il m'est arrivé aucun souci, si ce n'est celui d'avoir du mal à dormir. Et alors, les bruits que tu entendais, c'était genre les branches qui craquent ou alors des sons d'animaux c'était quoi exactement? Eh bien, un peu des deux. Beaucoup de passages, effectivement, avec des feuilles, des branches qui craquent. Ouais. Et un cri d'animal que, sur le coup, je ne connaissais pas du tout et qui m'avait fait même un peu flipper. Et après, en faisant quelques recherches, je me suis aperçu que c'était un chevreuil. D'accord. Et qui a un cri en fait proche de l'aboiement c'est et ça, un ouais. mix entre. Ouais. Effectivement, c'est très particulier. C'est particulier. Ouais, Ouais. alors la première fois qu'on entend ça, surtout solo, j'imagine, on a l'imagination dans ces cas-là qui Ah prend non, le mais dessus. moi j'étais fou. Je me disais mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Est-ce que c'est enfin, non, j'arrivais pas à imaginer ce que ça pouvait être, mais en tout cas ça me rassurait pas d'entendre ça au milieu de la forêt noire. Ah ouais, tu m'étonnes. Est-ce que tu t'es particulièrement préparé pour ce premier bivouac solo? Est-ce qu'il y a une différence par rapport à l'expérience que tu as pu avoir à plusieurs? Ou est-ce que tu t'es dit, il faut que je prépare quelque chose de particulier? Ou tu t'es dit, bon, voilà, j'ai déjà bivouaqué avec des gens dehors, ça va être pareil tout seul? Bah, dans mon approche, je m'étais dit que ça allait être plus ou moins la même chose, sauf qu'en réalité, en groupe, c'est beaucoup plus rassurant et je sais que j'avais beaucoup mieux dormi quand j'étais avec d'autres personnes. C'est plus rassurant. Après, dans ma préparation, je dirais que c'était pas en amont, mais c'était plus le jour J. En fait, j'avais arrêté de marcher plus tôt volontairement pour essayer de trouver un lieu de bivouac qui corresponde à ce que je cherchais, dans lequel je puisse me sentir un peu bien. Et qu'est-ce que tu cherchais quand tu dis un premier bivouac? En l'occurrence, dans la forêt noire, c'était pas évident puisque pour vous contextualiser un peu la scène, c'était un chemin à flanc de montagne, ce qui fait que sur la gauche et sur la droite, c'était des pentes. D'accord. Donc ma première recherche, c'était de trouver un terrain qui soit suffisamment plat pour ne pas être en pente, parce que je savais d'expérience que faire un bivouac sur un terrain pentu, c'est pénible. Parce que du coup, toute la nuit, on glisse et ça fait d'emblée des mauvaises nuits. Après, donc, ça dépend. Si t'as un hamac, tu glisses pas. Ah, effectivement. T'avais quoi pour dormir? Je fais partie de la team tente et du coup, j'avais juste mon bivouac, ma tente, mon sac de couchage et un matelas Thermarest. Effectivement, dans ces conditions-là, il vaut mieux trouver un terrain qui soit pas trop pointu. Bah ouais, c'est ça. Et du coup, dans la préparation également, je sais que je faisais toujours attention à vérifier qu'il n'y ait pas de passage, de signes évidents de passage d'animaux sur l'endroit où je plante ma tente. Donc ça passe par regarder un peu s'il y a des traces, s'il y a des arbres qui sont abîmés par exemple, ou bien des buissons un peu ouverts, des centres, quoi. Est-ce que tu t'es éloigné du chemin sur lequel tu marchais? Est-ce que tu étais loin des premières habitations, de la civilisation? Tu étais vraiment immergé dans la nature, ou tu as essayé de chercher aussi un endroit où tu étais proche potentiellement d'une route pour pouvoir t'enfuir si jamais un animal venait te croquer la jambe? Ma philosophie un peu dans ce voyage, c'était de rester le plus à distance possible des villes, des habitations ou autres. Et donc j'ai pas fait les choses à moitié dès le premier bivouac. En fait, je me suis éloigné du chemin pour planter ma tente, donc j'étais réellement en pleine forêt. Et après, il y avait réellement pas d'habitation avant des kilomètres et des kilomètres. Et pour la petite anecdote,
j'ai fini par trouver un terrain plat, donc c'était pas évident. Et il s'avère que c'était dans une espèce de petite cuvette, si on peut dire, puisque à 3 mètres aux alentours, en fait, ça remontait. Et je me souviens quand j'ai planté la tente que une de mes très bonnes amies avant de partir m'avait dit t'as de la chance, t'auras jamais de la pluie là pendant la première semaine. Et donc en plantant ma tente dans cette petite cuvette, je m'étais dit bon pas de risque. Elle m'a dit que je n'aurais que du soleil. Et il s'avère que sur le coup de 2-3 heures du mat, je me suis pris un orage de malade. Ah ouais. Et donc, non content de me réveiller sous un orage avec une pluie battante sur la tente, au bout de 1 heure, en fait, j'avais le niveau des eaux qui montaient dans la tente. C'est génial. Donc, ouais. Heureusement, le lendemain, il a fait beau, j'ai pu sécher tout ça, mais pour vous dire que le premier bivouac, c'était probablement un des pires que j'ai eu. Mais ne vous en faites pas pour ceux qui hésitent à se lancer. Parce que par la suite, une fois que vous prenez vos marques et que vous avez trouvé des bons spots, bah, c'est super. Ce serait quoi tes conseils, toi, aujourd'hui ? Enfin, déjà, quel est ton rapport aujourd'hui avec le bivouac solo ? Est-ce que tu continues à en faire pour le plaisir et parce que tu aimes ça ? Et la question, ce serait qu'est-ce que tu pourrais recommander ? Quelles sont tes recommandations pour quelqu'un qui aimerait se lancer dans son premier bivouac solo ? Alors, je n'ai pas pris le temps récemment d'en faire, mais en revanche, je sais que j'adore ça et que ça me manque pour le coup. Pourquoi ? Eh bien, en fait, c'est déjà parce que ça ramène à sa condition d'être humain, qui est assez vulnérable. On est dans un cadre en ville ou dans nos maisons qui est en permanence avec une sécurité énorme, et de se retrouver confronté à sa faiblesse, au fait d'être vulnérable, c'est une expérience qui vaut le détour. Et même si les premières nuits peuvent être difficiles, le temps de s'habituer, une fois qu'on a dépassé ça, il y a cette chose absolument magnifique de se réveiller au milieu de nulle part dans les bois, avec au chant des oiseaux ou autre, et d'être vraiment d'être coupé en fait de la civilisation. Ça crée une déconnexion qui est vraiment profonde et qui, je pense, en tout cas en ce qui me concerne, fait beaucoup de bien. Et du coup, j'encourage tout le monde à tenter l'expérience et à surmonter sa peur pour pouvoir pour arriver à ce moment où on est à l'aise et où vraiment ça débloque quelque chose en soi. Ça donne beaucoup de confiance en soi, je dirais, à terme. Génial. Et un conseil ? Et du coup, un conseil pour ceux qui... Un conseil, je dirais essayer de ne pas trop réfléchir. Non, mais réellement, parce que en fait, on a tendance à s'imaginer, avant de se confronter à l'expérience, beaucoup de scénarios catastrophes qui, en réalité, finissent par ne jamais arriver. Donc, qui ne sont jamais si catastrophiques. Exactement. Faites-vous confiance et lancez-vous, et vous verrez que vous ne regretterez pas du tout ce choix-là. Ça, c'est un super conseil. Ouais. Moi, j'ai une dernière question à te poser, c'est plus par rapport au niveau du matériel. Est-ce que tu te souviens, quelle est la tente que tu avais sur ce premier bivouac, le modèle, tout ça ? Alors, sur ce premier bivouac, c'était une Double Rainbow de Tartent. D'accord. Il me semble que c'est ça. Ouais. C'est un constructeur américain. Ouais. Très bien pour américain, pour une... Ouais, américain, c'est ça. Très bien pour une personne. Le seul problème, c'est qu'au bout de quelques mois de voyage et avec un vent un peu fort, les arceaux ont fini par éclater. D'accord. Bon, ça, c'est le problème de, je pense, toutes les tentes à arceaux. Ouais. Mais ce qui fait que j'ai beaucoup plus préféré la Z-Pack, la D-Pack déjà pour les voyages après. Voilà, qui se monte avec des bâtons, celle-là. Ouais. Mais qui est monoparoi. Exactement. Donc, ouais. Et j'aime bien l'aspect monoparoi, justement, quand il pleut, etc. Je trouve ça sympa. Est-ce que du coup, il pleut à l'intérieur également, c'est ça que tu veux dire ? Non, ça va. Mais c'est plus, je sais pas, genre, j'ai l'impression que le lien avec l'extérieur est encore plus ténu. Et c'est ce que je recherche. Et du coup, à la Belle Étoile, t'aurais un lien encore plus ténu avec l'extérieur ? Ah, mais j'adore dormir à la Belle Étoile aussi. Hein. Ouais. C'est pas possible tous les soirs, quoi, non plus. C'est vrai. Donc finalement, il faut être certain de sa météo, et heureusement que j'ai pas fait
mon premier bivouac Oui, à la Belle dans ta Étoile, cuvette visiblement. avec l'orage, effectivement. Et donc C'est finalement, notre c'est pas ambiance, le ouais. matériel qui est important, c'est de se lancer dans son premier bivouac. C'est ça. Exactement. Parfait. Et de savoir un peu ce qu'on veut, quoi, de faire confiance. Très bien. Génial. Merci beaucoup, Victor. Merci pour tout ce que tu nous as apporté, Victor. Très, Eh bien, merci à vous. très chouette conseil. Et puis, bonne émission. Merci beaucoup. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Salut, Victor. Bah, chouette ça. Génial. Ouais. Génial. Et c'est une bonne expérience de commencer par en fait, ton premier bivouac solo, tu le fais quand tu vas faire une traversée, quoi. Tu te dis pas, allez, je vais près de chez moi, je fais un premier bivouac solo pour tester ce que ça donne. Non, tu pars, tu te dis j'y vais. Et comme dit Victor, faut peut-être pas trop réfléchir, quoi. Ouais, bah, je Tu pense penses que c'est tu le vas. meilleur conseil. C'est le plus difficile à appliquer, je pense. C'est quoi, ça me rappelle le conseil de François. Mm. Tu sais, quand j'ai fait son interview sur le PCT qu'on peut retrouver sur la chaîne, il disait finalement, si on réfléchit trop, enfin, j'espère que je redis un peu sans déformer ce qu'il avait dit, mais en gros, pas trop réfléchir, se lancer et après tout coule de source finalement. Parce qu'en fait, ce qui est compliqué, c'est d'anticiper. Et généralement, on anticipe aussi des scénarios catastrophes, comme le disait très bien Victor. Et on a toujours tendance à anticiper, à se dire il va se passer ci, il va se passer ça. Et en fait, on n'en sait rien. C'est ça. Donc pourquoi se mettre des trucs dans la tête en se disant et peut-être et tout. Et non, on se libère l'esprit et puis on vit et puis on voit comment ça se passe. Et toi, même quand Victor raconte sa première expérience de bivouac, il a quand même pris une saucée, Ouais. était dans une cuvette, Ouais. et il est là Et il pour a des l'expliquer. super souvenirs en Et plus. je suis persuadé que c'est une anecdote qu'il aime raconter parce que ça fait partie de l'aventure et Ouais. il peut pas se passer grand-chose. Moi j'ai envie de connaître ta première anecdote, on en parlera après parce qu'on a un D'accord. deuxième auditeur à recevoir. mais ouais, chouette quoi. Génial. Hop, donc on va appeler Mickaël qui va nous parler de son expérience. Alors, ça sonne. Peut-être appuyer sur le bouton. Ça marche mieux. Avec Ça le- marche mieux quand on met le volume. Alors, est-ce que Suspense, Mickaël va suspense. gagner un anglais? Allô. Ah, Valise RTL. salut Mickaël. Ouais, salut JR. Salut, Michael. Salut Jules. Tu vas bien? Comment vous allez? Bah écoute, très très bien aujourd'hui. Super On est très content. content de t'avoir au téléphone pour discuter Bah moi aussi, je suis très bivouac. content. Ouais. Alors le thème c'est le bivouac solo. Et du coup, nous, Ouais. ce qu'on aimerait voir avec toi, bah déjà, quelle était ta première... Mets mon casque. Comme ça, je vous entendrai mieux et peut-être que l'audio sera mieux pour vous. Ouais, ça sera mieux. Ça va? Très bon. C'est aussi. mieux là pour? Au top. C'est Bon, parfait. Bon bah nickel. Alors moi j'aurais une question pour commencer. Est-ce que tu peux nous parler de ton premier bivouac solo? Où est-ce que c'était? Dans quelles conditions? Euh, Écoute, c'était sur le GR70, donc le chemin de Stevenson, il y a 2 ans, parce que je me suis mis à la rando il y a 2 ans, et du coup, j'étais parti sur le Stevenson avec 22 kilos sur le dos, sachant que je fais 1m70 et 70 kilos. Ah oui, ça fait une bonne proportion de ton poids, ouais. Ouais. Ce que je me rendais absolument pas compte. En fait, je devais rejoindre. J'espérais faire la première étape, comme le donnait le topo guide, mais le poids, la fatigue, la chaleur a fait que je me suis arrêté. Je me suis arrêté en chemin parce que c'était déjà il était tard. Je crois que j'ai commencé à monter le bivouac. Il devait être 18h ou 19h, donc et il me restait approximativement. Selon les topos et la cartographie, il me restait au moins encore 2-3 bonnes heures de marche avant d'arriver à la prochaine ville, quoi. Donc du coup, j'ai décidé sur le moment T de poser la tente parce que j'en pouvais plus physiquement parlant et moralement, et du coup je me suis posé sur un petit chemin. En fait, je suis un petit peu sorti du sentier qui est balisé par le GR, et j'ai trouvé en fait un petit endroit où en fait je pense que les camions qui passent pour faire le débroussaillage de la forêt, ou les bûcherons mettent leurs camions un petit peu en attente. Ok. Mais sur le t'étais côté. proche d'une ville alors? T'étais proche de
d'une ville à ce moment-là? Parce que tu parles de camion, donc tu n'étais plus du tout sur le chemin. Comment ça se passe exactement à ce moment-là? Bah, j'avais croisé sur le chemin de Stevenson. Ce qui est pas mal, c'est que tu croises vraiment des maisons un petit peu tous les kilomètres, tous les 2 kilomètres. Okay. J'avais croisé quand même pas mal de maisons, mais j'avais pas osé m'arrêter. Et du coup, en fait, voyant l'heure et trouvant un spot qui me convenait, on va dire, je me suis dit bah autant s'arrêter là, Okay. autant se poser là, parce que bon bah voilà, c'était la première fois sur un GR, c'était la première fois sur un bivouac, on va dire en nature. Donc bah autant trouver le lieu idéal qui me convenait et m'arrêter là, quoi. C'était quoi le lieu idéal pour toi? Ça veut dire quoi le lieu idéal pour toi? C'était quoi tes critères? Bah moi, mes critères à moi, après c'est personnel, hein, parce que chaque personne va être aura un point de vue différent, mais pour moi, ça va être d'être en nature, donc avec des sous-bois à côté de toi, avec pas un passage, on va dire, soit de randonneurs, soit de véhicules, être un petit peu quand tu te poses, t'écoutes et il y a que les oiseaux qui chantent, la nature, donc ça correspondait pour moi à mes critères, en fait. Donc du coup je me suis arrêté là. Le lendemain matin, j'ai un peu déchanté parce que en fait il me restait 800 mètres à faire et j'arrivais dans un autre lieu-dit et avec de l'eau, avec un gîte, avec des habitations, mais je regrette absolument pas mon expérience parce que voilà, c'est ces choses-là qui forgent, je pense, qui forgent l'expérience, quoi, parce que moi j'ai passé une très bonne nuit. Voilà, c'était une très très bonne expérience pour un premier bivouac solo en randonnée. Alors, si on revient sur ta première nuit, elle était. Moi, j'aime bien parler matériel. T'as dormi comment? Hamac, tente, belle étoile, tarpe? En fait, la première année, 22 kilos, je me suis équipé, on va dire, des choses de premier prix, tente, avec matelas gonflables de marques françaises qui font les premiers prix, qui sont très bien pour découvrir une pratique, mais après je pense qu'il faut il faut aller chercher dans les marques un petit peu plus spécialisées pour avoir quelque chose de plus léger et de beaucoup plus confortable. Donc c'était en tente, une personne avec matelas gonflable, gonflable, duvet et réchaud popote et yofi pour cette manger. nuit-là. Ouais. Alors, par rapport à ce que tu avais imaginé avant de faire ton premier bivouac et par rapport à ce qui s'est réellement passé dans cette nuit-là, quel est le bilan que tu peux faire finalement? En fait, surtout, le bilan que je peux faire sur cette première nuit-là, c'est que de toutes les façons, je l'ai pas vu, je l'ai pas ressenti, je l'ai pas vu parce que j'étais tellement exténué en fait que j'ai mangé, j'ai passé un coup de fil à mes proches parce que heureusement, j'avais un petit peu de réseau. J'avais un petit peu de réseau sur là où j'étais pour me remonter le moral parce que je suis extrêmement sportif et un peu compétiteur et c'était un petit peu la défaite pour moi de me dire putain merde, j'ai pas réussi à arriver jusqu'à la première étape du topo guide. Donc on va chercher un petit peu de réconfort, mais c'était t'as très vite sombré. J'ai sombré dans la journée. J'ai appelé 4 fois mes proches. Les 22 kilos étaient beaucoup trop. C'est beaucoup. Ouais. Après, chacun fait comme il veut. Mais moi, c'est vrai que je suis assez sportif. J'aime bien. Si je fais de la randonnée, c'est un petit peu pour le challenge sport, en fait, de pratiquer quelque chose d'assez sportif.
j'étais un peu dépité parce que j'habite dans la région parisienne et du coup on n'a pas énormément de des plus des moins et sur les sentiers je m'étais entraîné mais je m'étais pas préparé j'étais pas prêt à ce qui m'attendait quoi. En plus certainement pas préparé avec 22 kilos sur le dos. C'est là où c'est lourd parce que effectivement on peut avoir l'habitude de marcher, mais marcher avec autant de kilos sur le dos, il y a plein de gens qui le font, mais ça nécessite aussi un apprentissage. C'est vrai que c'est un effort qui est pas évident. Ouais, je m'étais préparé, mais c'est vrai pas autant parce qu'en fait, dès que j'ai dépassé la barre des 15 kilos dans mon sac, je me disais c'est plus la peine, vas-y, mets des choses pour ton confort, pour les choses qui te seront agréables sur le chemin. Ce que j'ai totalement regretté, bien sûr. Mais en fait, passer les 15 kilos dans mes prépas de rando de week-end, je me disais c'est pas grave, je mets ça. Mais alors que non, il faut réfléchir vraiment posément à se dire alors attends, ça c'est vraiment important, ça c'est pour mon confort. C'est un vrai truc. Ce sera certainement l'occasion peut-être d'un prochain sujet, la préparation du sac. C'est vraiment donc un vrai ça en sujet. fait, toi tu l'as découvert au fil de ta traversée, quoi. C'est là où tu t'en as aperçu. Ah bah ouais, complètement. C'est-à-dire que le GR70 normalement est prévu en 12 ou 13 jours à peu près. J'ai abandonné au bout du 6e jour en fait. D'accord. Parce que mes articulations ne suivaient plus, même si je perdais du poids parce que je mangeais mes Yofi au fur et à mesure. Ouais, mais t'avais une grosse dépense énergétique. Et j'avais tellement d'une dépense énergétique que sur le GR70, on va dire qu'il y a un mi-chemin parce que tu passes par le mont Lozère en fait. Et je me suis dit tu passes le mont Lozère et voilà, au moins t'es content de ce que t'as fait. J'ai passé 12 jours pour arriver jusqu'au mont Lozère, donc c'est déjà une grande victoire pour moi. C'est ce qui compte, c'est essentiel. C'est le principal. Mais pour revenir donc à ton premier bivouac, du coup, quel est aujourd'hui ton souvenir et quel est ton rapport aujourd'hui avec le bivouac solo? Mon premier souvenir, c'est vraiment une tranquillité et une c'est quelque chose qui vraiment m'a construit en fait dans mon, on va dire entre guillemets carrière de randonneur parce que je m'en souviendrai toujours de ce moment où j'ai pitché à ce moment-là, pourquoi je me suis arrêté là. Donc c'est vraiment une construction personnelle et mentale de me dire c'est arrivé, c'est un constat, qu'est-ce que tu en tires toi personnellement, les plus, les moins. Et après je suis repassé l'année suivante parce que je suis sportif et du coup j'avais envie le challenge. Je l'ai refait l'année suivante. Je suis repassé devant mon lieu de bivouac et j'étais assez ému de me dire putain, c'est là que j'ai posé ma tente pour la première fois. Ça m'a fait un petit quelque chose quoi. Après j'ai continué de marcher. Alors attends, je te coupe, mais par rapport là, ça me refait penser à ton premier bivouac. Si tu devais donner un conseil aux gens qui nous écoutent et qui ont envie de franchir le pas pour faire leur premier bivouac, quel est le conseil d'après ton expérience là que tu pourrais leur donner? Déjà de s'écouter soi et de s'arrêter à temps parce que moi je me suis arrêté trop tard et du coup j'étais fatigué et la construction le yofi, tu vois, la popote, tout ça a été un peu pas difficile mais c'était ça en plus à faire. Et du coup, moi, le conseil que je pourrais donner aux gens, c'est de s'arrêter à temps, de s'écouter soi-même, d'écouter son corps et de se dire. Alors, par contre, d'expérience, dès qu'on trouve un spot, le garder en mémoire, mais par contre continuer de marcher sur le sentier parce que il peut toujours y avoir un meilleur spot un petit peu plus loin. Et ça c'est un constat que je fais assez souvent dans ma tête, c'est que je me suis posé là
Ok, Et puis 100 d'accord. mètres après, Mais c'était encore plus beau. voilà, c'est ça. Et puis, ouais, 100 mètres plus tard ou 200 mètres, tu te rends compte que t'avais ce confort-là sur cette chose-là, mais là, en plus, t'as une vue, Ouais. t'as quelque chose, tu vois, qui te fait, il y a il y a une petite rivière, il y a un truc, donc. C'est ça qui fait la beauté de tout ça finalement. C'est que Ouais, carrément. C'est on ne de sait s'arrêter pas à un forcément où endroit. on va, on découvre, on On apprend peut pas tout et contrôler, on voilà, peut pas on tout profite anticiper. de tout ce qu'il y a. Bah, c'est un très Ouais. bon conseil, je pense, en Mm. tout cas. S'arrêter à temps. Je pense S'arrêter. que s'arrêter suffisamment pour le premier, ouais, c'est important de pouvoir ça. En tout cas, Ah bah, merci beaucoup pour ce conseil. Je trouve que c'est un conseil très merci à vous deux, en pratico-pratique. tout Quoi. cas. Merci Mickaël pour ton partage d'expérience. Il n'y a pas de souci. Merci à vous, en tout cas, de ce que vous faites, parce que je trouve c'est une super idée. Je suis trentenaire, donc du coup, oui, la radio libre, moi, ça me parle. Euh, mais c'est quelque chose que je trouve d'aventure. S'il y a besoin, n'hésitez pas. Et puis, en tout cas, Merci. c'est des choses, moi, que je trouve, la semaine dernière, quand vous avez fait votre première émission, j'étais en randonnée. Quand j'ai posé ma tente, j'ai regardé votre émission et c'est toujours Excellent. c'est toujours un plaisir parce que Merci beaucoup. quand on est randonneur, en fait, c'est une passion, et je pense en tout cas, et du coup, On essaie de transmettre et qu'on essaye de. Voilà, ouais. Yes. Moi, j'ai vu une phrase sur le chemin de Stevenson. Le bonheur est pas au bout du chemin, mais sur le chemin. C'est Et je ça. pense que c'est quelque chose qui est à prendre parce Exactement. que toutes les expériences sont bonnes à avoir. C'est super. Eh ben, merci de nous avoir partagé c'est la une belle tienne, en phrase tout pour cas. conclure. Très belle phrase pour terminer. Et puis on te souhaite plein de belles randonnées. Ouais. Et puis à Vous très vite. aussi, hein. Merci. À très vite. À bientôt. Allez, salut les gars. Salut. Ciao. Mickaël. Donc voilà, c'était Mickaël. Donc c'était. C'était Mickaël, c'était Victor qui nous ont raconté leurs expériences de bivouac solo. Mais alors la question quand même que tout le monde se pose depuis tout à l'heure et que je me pose également, c'est Jules, ton premier bivouac solo? Je m'en souviens plus. Ça remonte à si longtemps. Je m'en souviens plus. Vraiment, mon bivouac solo, je m'en souviens plus. C'est horrible, parce que en fait, quand j'entendais Mickaël, ça me faisait penser au premier amour. Tu vois, il parlait de cette nostalgie, de repasser à côté et de se rappeler parce que ce plan un peu galère. Et c'est intéressant parce que généralement, c'est un peu galère quand même le premier bivouac solo. Donc généralement, on se rappelle de ces galères. Moi, je pense que ça fait longtemps. Ouais. Et j'ai essayé de me souvenir, mais je m'en souviens plus vraiment. Je sais comment j'ai évolué par rapport au bivouac solo. Je sais que ce qui était intéressant, je trouve, dans le partage de Victor, c'est cette notion de dénuement et de presque, au fil du temps, de se rapprocher de plus en plus. Toi, on vient dans un premier temps avec une tente, on se coupe un petit peu de l'extérieur parce qu'on a envie de retrouver ce que l'on a chez soi, c'est-à-dire une maison, une protection des murs, et que plus on avance dans l'expérience du bivouac solo, plus on se sent à l'aise, plus on a envie de presque enlever la tente, de dormir à la belle étoile pour vraiment être au contact de ce côté sauvage. Moi, ce que je peux partager, par exemple, c'est mes premiers bivouacs solo de retour. C'est-à-dire que quand j'ai pas dormi dans la nature depuis un certain temps, je retrouve finalement, je pense, ces petites peurs du côté un petit peu plus sauvage. Notamment, ce que disait Victor, c'est pour ça que je lui ai demandé si c'était pas le silence, c'est ce contraste que l'on peut avoir entre un silence très profond dans la nature, qu'on trouve pas du tout en ville, il y a toujours des petits bruits de fond, les voitures qui passent, etc. Et ces petits bruits de craquement, ces petits bruits d'animaux. Et ces bruits-là, ils prennent tellement d'ampleur dans la nature qu'à un moment donné, on se dit « Waouh, qu'est-ce qui se passe ?» Et je pense que quand on n'a plus trop l'habitude de dormir ou quand on n'a pas l'habitude de dormir tout seul dans la nature, je pense qu'inconsciemment, on est un petit peu en mode alerte. Tu vois, on est en mode un peu... instinct de survie. Instinct de survie. Et je pense que c'est normal de ne pas passer forcément une très bonne nuit les premières fois où on dort tout seul dans la nature parce que je pense d'une manière... Alors j'en sais rien, mais d'une manière peut-être normale, on se met en position survie. Et je pense que plus on dort dans la nature, plus on va avoir cette habitude-là, quoi. Donc moi, j'ai pas vraiment souvenir de mon premier bivouac, mais j'ai souvenir de tous ces bivouacs que
que j'ai pu faire après avoir passé un certain temps dans la civilisation. Et il y a toujours un peu cette... plus d'appréhension aujourd'hui parce que j'en ai l'habitude, mais toujours cette... de me réhabituer à ce silence, à ces bruits, de remettre un petit peu la tente, de trouver finalement un bivouac. Et je pense que c'est un peu ça. Bon, ça pourrait être mon anecdote de premier bivouac, mais en tout cas, non, j'en ai malheureusement plus le souvenir, quoi. Et toi, t'en souviens, toi, de ton premier? Ouais, alors moi, c'est marrant parce que j'ai une expérience complètement différente de la tienne, parce que ces histoires de silence profond, ça me parle pas, en fait. Moi, ma première expérience de bivouac, alors ça remonte il y a très longtemps, il y a une vingtaine d'années, j'étais parti de chez moi dans les Aravis pour faire un tour de 3 jours. J'avais repéré 70 km, je voulais faire un tour en partant de chez moi et revenir chez moi. Et en fait, mon premier bivouac, il s'est passé au Roc des Tours, au-dessus du Grand Bornand. Je me suis mis, le truc qu'il ne faut pas faire, mais je me suis mis sur un col, donc j'ai eu du vent effectivement toute la nuit. Je me suis mis assez tôt, donc j'ai pu profiter du magnifique paysage de la journée qui se termine, de la nuit qui tombe. Et puis, c'était ma première expérience comme ça, de randonnée de plusieurs jours, tu vois. Donc j'avais pris un petit carnet, c'était ma première nuit, je me suis posé et j'ai écrit en fait ce que j'avais ressenti, comment s'était passée ma journée. Et d'un seul coup, pendant que j'écris, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un à côté de moi, d'entendre, de sentir une présence. Et en fait, je me suis retourné et à 3 mètres derrière ma tente, il y avait un bouquetin qui me regardait. Et c'était magique, quoi. J'ai écrit ce moment dans mon carnet. Et voilà, moi, ça, c'est les souvenirs de mon premier bivouac. Souvenir du vent aussi sur le col. Je savais, après, je me suis dit, effectivement, il y a du vent sur un col, mais je regrette rien parce que j'étais très content d'être à cet endroit-là. Et j'ai pas du tout, je me souviens pas au niveau du bruit, au niveau de tout ça, mais cette présence que je sentais, ce bouquetin quand tu te retournes et voilà, t'es dans la nature et c'était merveilleux comme expérience, quoi. Et même question que pour les 2 auditeurs, tu aurais quoi comme conseil, toi, pour les gens qui voudraient se lancer dans un bivouac en solitaire, qui auraient peut-être quelques craintes, les mêmes craintes que l'on a pu peut-être avoir, nous Alors moi, je serais peut-être un peu moins à dire ne réfléchissez pas, lancez-vous. Je serais peut-être plus à dire trouvez-vous un endroit avec un point de repli pas loin, une cabane, peut-être, tant pis pour la première fois, une route, vous avez la voiture qui est pas très loin, ou même pas loin de chez vous, ou si vous avez un jardin, commencez par dormir dans le jardin. Enfin, je serais plus tester d'abord ça, voyez comment ça se passe. Je serais plus ça plutôt que de dire allez, tu pars sur une traversée et ta première nuit, écoute, elle se passera comme elle se passera et puis tu verras. Ouais, voilà, c'est vrai moi, mon conseil serait plus ça, c'est prévoyez un petit point de repli pour la nuit au cas où ça tourne mal. Je pense qu'il y a 2 écoles. Il y a ceux qui apprennent à nager en plongeant dans l'eau et en se disant allez, on va voir comment ça se passe. Et il y a ceux effectivement ça, Victor et Michael. Il y a ceux qui essayent progressivement d'apprendre. Après, moi j'aime bien le conseil de Michael qui est de s'arrêter suffisamment tôt. Je pense il y a ce qui est compliqué quand on n'a pas d'expérience, c'est d'arriver à la fin de la journée exténué, fatigué, sans vraiment une grande expérience de trouver son plan de bivouac et d'être avec la fatigue dans une recherche effrénée et c'est généralement là où on prend pas de plaisir parce qu'on est alors on peut dormir un peu n'importe où, mais de vraiment prendre le temps de se dire bon, ce que disait Michael, c'est vrai, c'est qu'il y a cette frustration de dire mais si je m'arrête là, peut-être que plus loin ce sera encore plus beau. Mais ça fait partie malheureusement de l'aventure et c'est ce qui fait aussi un certain charme de la randonnée. C'est que on se lève le matin, on fait 100 mètres, on se dit waouh, incroyable, j'avais pas vu ça. Derrière ce rocher, il y avait cette vue-là. Ouais, ça le fait souvent. Ouais. Mais si on pouvait tout calculer, il y aurait peut-être un peu moins d'aventure. Mais de prendre vraiment ce temps et de se dire ok, là, c'est un endroit qui me paraît intéressant et je vais prendre le temps de poser la tente, de préparer mon repas et puis de profiter un peu aussi de ce moment parce que c'est aussi un moment incroyable. C'est aussi le premier bivouac solo, c'est aussi le premier moment où on se retrouve seul dans le sauvage, dans la nature. Et comme disait Victor, c'est un endroit où, qui est magique parce qu'en fait, on est loin de tout ce que l'on a l'habitude d'avoir et juste de profiter de ce moment parce que c'est des moments qui sont, en tout cas pour nous qui aimons la randonnée, des moments assez magiques. C'est ça. D'ailleurs, si vous nous écoutez, dites-nous dans les commentaires, parlez-nous de votre premier bivouac, vos conseils, comment vous avez vécu tout ça. Ça sera très intéressant de vous lire. Donc partagez-nous en commentaire toutes vos expériences également. Ou toutes vos questions, si jamais c'est votre souhait, votre rêve, si vous avez envie de faire votre premier bivouac, quels sont vos blocages, quelles sont vos peurs, quelles sont vos questions, vos obstacles même techniques.
et de nous proposer ces questions et on y répondra avec plaisir. Et tout à fait. J'entends la petite musique. Ça veut dire qu'on se dit au revoir. Ça veut dire qu'on a fait une super émission. Exactement. On espère qu'elle vous a plu. Nous, on prend beaucoup de plaisir en tout cas à la faire. C'est ça. Et on se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve très vite, exactement, avec un nouveau thème. On réfléchit encore et puis on communiquera. Des idées de thèmes aussi. Les idées de thèmes aussi, vous pouvez nous les commentaires partager. sont faits pour ça. Merci d'avoir regardé et écouté cette émission. Merci à vous. Très bientôt. Merci JR, à très vite. Salut Jules. Salut.